Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la voix sauvage du sorcier. Donnez à ma main puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne mets de robe au point, mais faites de ma tête une tête de proue. Et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. C'est par ces quelques mots de Aimé Césaire d'Ancaille d'un retour au pays natal que je vous dis bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Vous êtes bien sûr sur votre chaîne de télévision panafricaniste et comme à notre habitude, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Bienvenue à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Nous nous interrogeons. Niger, Bazoum, un rebelle, fait président, une menace pour le Sahel. C'est notre grande interrogation. Niger, Bazoum, un rebelle, fait président, une menace pour le Sahel, c'est notre grande interrogation. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, chef du gouvernement du Mali, s'en est pris violemment ce samedi 24 septembre 2022 à plusieurs chefs d'État responsables africains, la France et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans un discours, on va le dire très offensif, prononcé à la tribune des Nations Unies, le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, n'a pas été raté par la mitrailleuse de celui qui est venu porter la voix de l'autorité, on va le dire, de transition du côté du Mali et surtout du peuple malien. Il a en effet qualifié d'étranger qui se réclame du Niger le chef de l'État nigérien. Eh bien, les autorités maliennes, dirigées par le colonel Assimi Goïta, avaient des comptes à régler à la tribune des Nations Unies et c'est un euphémisme que de dire que son représentant à cette session, le Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maïga, n'a pas été tendre. En théorie, chaque pays dispose de 13, exactement 15 minutes pour que son représentant prononce ce discours à la tribune des Nations Unies. Mais Abdoulaye Maïga s'en est octroyé 45 minutes et tout le monde l'a bien écouté. Il faut d'ailleurs dire que sur le continent africain, son discours a été bu comme du petit lait. Celui qui est venu à New York pour réitérer la ferme détermination du peuple malien à se détacher contre vents et marées de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes et prendre son destin en main, n'est pas en outre passé de main morte pour défendre les actions du pouvoir de transition et réaffirmer que le peuple soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024 à l'issue d'élections libres, crédibles et surtout transparentes. Oui, si on prend justement le cas de la CEDEAO, je cite, c'est d'ailleurs ce discours, à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Umaro Sissoko Embalo, qui affirme « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Je voudrais très respectueusement signifier à ceux derniers qu'il existe un principe de subsidiarité. D'ailleurs, au contour flou entre les CEDEAO et les Nations Unies et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Umaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositeur d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace des sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionné par les sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Fin de citation. Là, il s'adressait, on va le dire droitement et spécifiquement, on va le dire ainsi, au président en exercice de la CEDEAO, Umaro Embalo Sissoko. Mais quand il s'agit justement du président du Niger, eh bien celui-ci est considéré comme un rebelle à la tête
on va le dire, d'un État qu'on devrait normalement respecter. Et pour le Premier ministre, par intérim du côté du Mali, il faudrait bien sûr que les choses changent. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Niger, Bazoum, un rebelle fait président, une menace pour le Sahel. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec 3A, Albert Anatole Haïssi, directeur de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jésus-Langos. Je dis bonjour aux autres combattants de la liberté pour la souveraineté, n'est-ce pas, du continent africain qui sont avec nous dans le cadre, n'est-ce pas, de cette dynamique. Vous avez mon bonjour spécial ce matin. Je dis bonjour à vos techniciens, vos millions de téléspectateurs et de téléspectatrices qui nous regardent dans les différentes plateformes en attendant que nous soyons visibles dans les tout prochains mois dans le ménage, si Dieu le veut. Quand je l'ai dit, je voudrais commencer comme mon habitude par ce coup de gueule, à savoir, je vais citer un entrepreneur politique du côté du Mali qui a déclaré, je cite, si les autorités de la transition malienne ont des preuves contre la violation de la souveraineté du Mali par l'armée française, pourquoi ne les ont-elles pas fait valoir à la tribune des Nations Unies? Fin de citation. Ça également, je vous tout à l'heure suggérer de réécouter l'édition Journal d'Afrique de ce matin à RFI. Oui. Pour que vous, je n'ai pas envie de nous donner son nom. Il faut également que les téléspectateurs aillent fouiller pour donner le visage à ce lugubre personnage. Lorsque je parle d'entrepreneur politique, j'ai le sentiment que sur le continent africain, là je donne raison à Laurent Gbagbo, oui, qui disait qu'il y en a qui viennent sur le continent africain, il y en a qui viennent en politique pour se faire de l'argent, pour devenir riche. Et je pense que c'est le cas de celui-là qui n'a aucune culture politique, qui oublie que le Conseil de sécurité est saisi pour les cas pour lesquels le Mali a engagé sa saisine contre la France. Et que la nation, je veux dire l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une autre tribune pour autre chose, pour la diplomatie d'une manière générale. Donc, si il faut utiliser la tribune de l'Assemblée générale, n'est-ce pas, oui, pour l'ONU, pour en faire un tribunal, je crois que nous pouvons comprendre facilement pourquoi est-ce que certains pays africains ont à leur tête des gens comme Bazoum, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à la politique. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole ici. Justement, nous parlons de Mohamed Bazoum ce matin. Pour nous, jusqu'à preuve de contraire, qu'est-ce que cache Mohamed Bazoum? Nous le savons, il a été adoubé par Emmanuel Macron pour être chef d'État du côté du Niger. Mais, on va le dire, le Premier ministre malien, par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, déclare haut et fort que c'est un rebelle fait président et qui s'amuse justement avec les intérêts d'un pays cher au Mali qu'on appelle le Niger. Je pense qu'il s'agit d'un point culminant, l'un des points culminants de l'intervention du colonel Maïga samedi dernier à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e session de cet organisme-là. Beaucoup d'Africains n'avaient certainement pas cette information-là, mais nous l'avons dit dans une autre tribune, oui, savoir que Bazoum n'était pas un Nigérien. Si vous allez faire des recherches documentaires, vous constaterez qu'en 1991, M. Bazoum faisait partie d'un groupe rebelle du côté de l'Azawad, nous sommes au Mali, dans la région de Mopti. Il y avait une coordination de groupes rebelles qui était dans une négociation à l'époque de Amadou Toumani Touré, qui négociait justement le retour à la paix avec ces groupes rebelles. Et M. Bazoum, ancien rebelle, je crois que c'était MTSP, s'est donc retrouvé dans ce conclave-là, oui, en tant que Malien, surtout Touareg. Bon, on ne comprend donc pas dès lors qu'après 1991, il soit devenu nigérien et que nulle part sa naturalisation
en tant que Nigérien ne soit rendu public. Ça veut donc dire ce que nous savons déjà, à savoir que nous avons raison de nous inquiéter de ce que, tant que Bazoum est au Niger en tant que président de la République, les mouvements terroristes vont davantage sévir au nord du Mali. Souvenez-vous également que nous l'avons indiqué dans cette tribune, le fait que Bazoum ait accepté d'être la base arrière de Barkhane, c'est également une menace et même un danger pour non seulement le Sahel, mais surtout pour le Mali qui est dans la ligne de mire désormais. Et vous et moi avons régulièrement suivi les éléments de langage de Bazoum à l'endroit des autorités de la transition malienne. Exact. Qui sont dénués de toute diplomatie, de toute courtoisie. C'est-à-dire, un illettré politique, un apatride, un collabo qui donne des leçons aux autorités maliennes qui ont choisi, comme d'ailleurs l'a indiqué le Premier ministre par intérim du Mali, à savoir que le Mali a choisi la voie de la rupture. J'ai eu à vous le dire dans cette tribune, que le combat, le blanching contre le Mali et le combat contre le Mali n'est pas seulement le fait de cette rupture géopolitique, politique, de sortir de la tutelle de l'impérialisme de France, de sortir de la tutelle justement du paternalisme français, mais surtout d'avoir choisi le panafricanisme, la voie du panafricanisme. Contrairement aux autres qui sont de l'autre côté, le Mali est entouré de France-Africains. Bazoum, France-Africain, assumé. Ouattara, France-Africain, assumé. Macky Sall, France-Africain, assumé. Le fils de l'autre, qui est au Togo, France-Africain, assumé. Donc, ils sont donc entourés. Eux, ils ont de manière courageuse engagé cette rupture-là. Et je vous l'ai dit que nous, notre problème, le problème des panafricanistes, c'est la France-Afrique. Jupiter vous l'a annoncé à grande pompe en 2017, à savoir qu'il n'y aura plus de politique africaine de la France. En d'autres termes, c'était la rupture de la France-Afrique. C'était la mort de la France-Afrique. Mais nous sommes rendus en 2022. Oui. Nous sommes, il a à son second mandat. Mais la France-Afrique a pris des ailes. Malheureusement, qui sont en train d'être coupés par la France africaine, par la dynamique panafricaniste. Donc, pour revenir à la thématique, Bazoum, c'était un apatride. Bazoum, c'est un collabo. Bazoum, c'est un traître, pas de manière prosaïque. Pour nous, les panafricanistes, Bazoum ne peut pas être tout le temps en train de nous rappeler qu'il est quand même le président, c'est lui le président du Niger. Mais que quelqu'un vous répète ce qui devrait être naturel, ça veut dire qu'il y a un problème. Je crois que c'est Mamadou Issoufou qui a été son parent, qui l'a présenté à Jupiter. Et il a été adoubé par Jupiter. Dans l'entre-deux tours. Dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Oui. Le débat est clos. Le débat qui est clos, c'est quoi? Ça veut dire que les Nigériens, autant que les Maliens, doivent se méfier de ce personnage. Qui a accepté qu'il y ait une base, qu'il y ait des bases militaires. Parce qu'il n'y a pas une seule base. Qu'il y ait des bases militaires françaises en territoire nigérien. Pour quel projet? Alors, je voudrais quand même, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme qui est présenté comme épouvantail par les médias et les opinions publiques françaises, hexagonales, mais est-ce que c'est une réalité? Cette lutte contre le terrorisme, c'est une réalité au Niger? Puisque c'est un euphémisme que le terrorisme sévit au Niger. Si le terrorisme continue de sévir au Niger, à quoi servent les bases françaises qui s'y sont installées de ce côté-là? Ça veut donc tout simplement dire que l'objectif des bases françaises qui sont établies au Niger, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. Je voudrais vous rappeler que nous avons d'ailleurs évoqué cela dans une autre édition, à savoir que dans ce processus de recolonisation de l'Afrique, il est question de déstabiliser l'Afrique, d'organiser des guerres. Parce qu'il faut faire vivre, et pour deux raisons.
La première raison, il faut faire vivre le complexe militaro-industriel. Deuxième raison, il faut faire vivre leur économie et, bien évidemment, avec pour conséquence, que l'Afrique ne doit pas se développer, se moderniser. C'est ça, ni s'industrialiser. Puisque l'Afrique, le continent africain, est l'avenir des autres. Bazoum donc fait partie des maillons essentiels de cette chaîne géopolitique de la France-Afrique dans la région du Sahel. C'est important de le dire. Regardons dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais Bazoum s'est aligné. Bazoum fait partie de ces chefs d'État qui sont enrôlés par Macron pour sanctionner, dans la perspective des sanctions contre la Russie. Au même titre que Ouattara qui a assumé sa posture pro-française. Donc Bazoum, comme Macky Sall, Ouattara fait partie des chefs d'État qui sont enrôlés par M. Macron. Donc il est donc important aujourd'hui d'attirer l'attention des Nigériens sur ce fait. Que Bazoum ne doit pas poser des actes au nom du peuple nigérian. Les actes qu'il pose, au même titre que Macky Sall et Ouattara, et les autres, et Yadema, ne vous engagent en rien. Il s'agit des actes qui sont la conséquence de leurs affinités personnelles et individuelles vis-à-vis de Jupiter. La preuve, vous avez une vidéo qui circule. Vous avez Macron qui appelle Macky Sall Macky. Ça veut dire qu'il y a une familiarité, une très grande proximité qui n'a rien à voir avec, je veux dire, l'élégance, les convivialités, si vous voulez, diplomatiques. Il s'agit de proximités individuelles. Donc, c'est important de le dire. Donc, j'ai l'habitude de vous le dire, et je veux, là également, certains vont penser que je suis excessif. Dans le contexte actuel de la lutte contre l'impérialisme occidental, je pense qu'il faut encore organiser des coups d'État contre certains dirigeants africains qui naviguent à contre-courant des intérêts des peuples. C'est inacceptable. C'est absolument inacceptable lorsque vous voyez la misère dans laquelle croule le peuple nigérien. Vous voyez les gros contrats qui sont attribués par monsieur, qui sont attribués ou concédés par Bazoum aux multinationales hexagonales. Je crois que ça donne envie de faire un coup d'État. Ça ne peut que donner l'envie de faire un coup d'État pour débarquer ces supplétifs de Paris. Bon bah, pour chuter, Type Josselongos, et me résumer, justement, Macky Sall, Bazoum, c'est un Malien, c'est un Touareg. Il y a peut-être des gens qui vont nous dire que vous avez les Touaregs de deux côtés de la frontière, n'est-ce pas, malienne et nigérienne. Mais la première base, la base originelle de Bazoum, c'est le Mali. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé dans la région de Mopti en 1991, dans le contexte des négociations entre les groupes rebelles Touareg et le pouvoir central de Bamako, qui était à l'époque dirigé par Amadou Toumani Touré. Albert Ayatollah, ici, comment comprendre qu'un pays africain, et surtout un peuple africain, se bat pour sa liberté face à un autre peuple étranger, et que les autres nations africaines, avec à leur tête, on va le dire, des supplétifs hexagonaux, pour ne pas dire occidentaux, se mettent du côté de l'oppresseur au détriment de leurs propres frères maliens? Je vous l'ai dit tantôt, et je pense que c'est le colonel Maïga qui l'a très bien dit dans son intervention, justement, du côté à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il parlait du troisième mandat de M. Ouattara. Le troisième mandat, pour ne pas dire l'adoubement de certains chefs d'État, ne consiste pas en la forfaiture de cette fameuse démocratie qui est représentée par les élections. Non. La face cachée de ces adoubements, c'est les intérêts individuels et personnels des uns et des autres. Je voudrais vous faire une révélation. Si aujourd'hui vous voyez le durcissement qui est opéré contre les autorités à la fois centrafricaines, maliennes et dans une moindre mesure guinéennes, je parle de la Guinée-Conakry, c'est parce qu'il y a eu des émissaires de nuit, comme à leur habitude, qui sont arrivés
pour négocier des contrats au profit des multinationales hexagonales avec ses dirigeants et ça fait chou blanc. Raison pour laquelle, comme ces contrats, ça n'a pas marché, ils choisissent dans la voie de la violence. La violence politique, la violence diplomatique, la violence médiatique, les intrigues, les invectives, les embargos, les sanctions. C'est ce qu'il est question. Dans le contexte de sa visite chez moi au Cameroun, il y a quelques mois, mais qu'est-ce qu'il est venu faire, Jupiter? Mais il est venu négocier des contrats. Il est venu pour négocier des contrats au profit, n'est-ce pas, des multinationales françaises. Oui. Mais comme l'affaire a foiré, vous avez suivi, n'est-ce pas, les éléments de langage, lorsqu'il s'est transporté pas très loin du palais de l'unité, chez Yannick Noah, le représentant de Coq Sportif dans mon pays, étant encore en territoire camerounais, Jupiter a commencé à invectiver les autorités de mon pays qui viennent, paraît-il, semble-t-il, d'accepter les copies figurées des lettres de créance de M. Le Barbouze, qui est nommé désormais comme diplomate français au Cameroun. Voilà dans nos contradictions. Donc, pour revenir à votre question, l'adoubement de ces chefs d'État vise une seule chose, sauvegarder leurs intérêts. Les intérêts de l'oligarchie dirigeante française et occidentale. Pomba, quand on ne parle pas de démocratie, pourquoi est-ce que le problème de limitation de mandat présidentiel fait débat? J'ai l'habitude de vous le dire, et c'est même une bonne thématique qui peut susciter beaucoup de débats. Dans le contexte de la modernisation des institutions démocratiques en Afrique, qu'est-ce qui devrait faire débat? La limitation du mandat présidentiel ou le modèle politique? Je pense que dans le contexte où nous sommes dans la modernisation de nos institutions démocratiques, ce qui devrait faire débat de mon point de vue, ce n'est pas la limitation des mandats présidentiels. Ce qui devrait faire débat, c'est le modèle politique à choisir. Et nous savons que même ce modèle politique qui est suranné, avarié et qui ne marche même pas chez eux, c'est ce débat-là qui devrait, de notre point de vue, prospérer. C'est-à-dire questionner dans ce modèle politique qu'ils appellent la démocratie. Parce que la limitation du mandat présidentiel, je pense que la reine d'Angleterre a fait 70 ans de règne, n'est-ce pas? On va me dire que c'est une monarchie, ça n'a rien à foutre. Dans le débat démocratique, mais on vous présente la Grande-Bretagne comme étant une démocratie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. On vous présente le Royaume-Uni comme étant une démocratie. Pourtant, c'est une monarchie. Ok, on vous présente les États-Unis comme étant une démocratie. Non, là-bas, on peut passer. On peut pas passer. On présente l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une démocratie. Où vous avez une chancelière qui a fait 16 ans, un mandat de 16 ans. C'est une démocratie, n'est-ce pas? Ça n'a posé aucun problème de ce côté-là. Donc, moi, je pense que le véritable débat devrait, de notre point de vue, reposer sur le modèle politique. Ce modèle politique qui est en déphasage avec nos réalités, parce que quand même, la démocratie s'applique par rapport, d'abord à la vision d'un peuple, par rapport à ses aspirations, mais surtout par rapport à ses intérêts. Mais aujourd'hui, ils vous imposent les pratiques qui n'appliquent pas chez eux. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils prétendent être des démocrates, mais dans leur pratique quotidienne, ils sont des oligarques, ils sont des autocrates, mais ils estiment que sur le continent africain, qui sont les enclos coloniaux, dirigés par eux, nous avons les dictateurs. Albert Latoula ici, restons toujours avec le discours du Premier ministre par intérim du côté du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga. Je cite d'ailleurs, pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta, soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est
inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains, soucieux de préserver leur dignité. S'ils n'étaient qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui, nous sommes des millions et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Tout est dit. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. C'est-à-dire que désormais, il faut établir le principe de réciprocité. C'est le seul discours que ces criminels comprennent, y compris leurs collabos intérieurs, les ennemis intérieurs. C'est le seul langage qu'ils comprennent, le langage du principe de la réciprocité. Quand je le dis, il y en a qui trouvent que nous sommes excessifs, non. Je voudrais convoquer, comme on a l'habitude, un élément historique. Dans le contexte de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, oui. Vous avez l'ANC, qui était la branche politique, n'est-ce pas, qui était chargée de négocier avec diverses autorités, divers interlocuteurs, pour mettre fin à l'apartheid. Oui. Et on privilégiait la négociation, la médiation, la diplomatie. Mais lorsque l'ANC s'est rendu compte que c'était très compliqué de tenir quoi que ce soit par la seule voie de la diplomatie, par la seule voie de la négociation, que s'est-il passé? Ils ont créé une branche armée, n'est-ce pas? Exact. Alors, je pense qu'il faut donc, à un moment donné, qu'on prenne également conscience de ce que ces gens, en face de nous, ils ont des armées, ils ont des bases militaires, surarmées, avec un matériel des dernières générations, prêts à tuer nos populations, comme ce fut le cas à Terra, il y a quelques mois. Et quel crime n'a pas été condamné, n'est-ce pas? Mais ils vous rabâchent les oreilles tous les jours que 59 soldats français sont tombés pour libérer le Mali du terrorisme. Mais ils passent sous silence ces millions d'Africains enrôlés de force par De Gaulle, n'est-ce pas, qui est le modèle politique de Jupiter, lequel De Gaulle a enrôlé des millions d'Africains pour aller délivrer la France n'est-ce pas, du nazisme allemand. Oui. N'est-ce pas? Mais, lesquels, et je poursuis, lesquels millions, n'est-ce pas, d'enrôlés forcés, pour la plupart ont été assassinés parce qu'ils réclamaient leur pécule. Comment ont-ils été traités? Vous constaterez avec moi que ces libérateurs ont été maltraités, ont été faits prisonniers. Et qu'est-ce que De Gaulle a trouvé de mieux à faire? Il a blanchi la libération de la France. C'est-à-dire que les badauds, le CODEM qui était habillé en loc, se sont retrouvés en train d'être habillés en treillis. Sans abri, il faut bien préciser. Et sans abri, se sont retrouvés en train d'être habillés en treillis, en lieu et place des Africains qui avaient libéré le pays. Voilà donc l'histoire qui n'est pas enseignée à notre génération, à notre jeunesse. C'est-à-dire que les Africains ont libéré la France. Et cette France a l'outrecuidance à travers son oligarchie d'être condescendante, arrogante vis-à-vis des Africains. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec le colonel Maïga, à savoir qu'il faut établir le principe de réciprocité. Un locodin vous donne un coup de poing n'est-ce pas, dans la rue, vous lui cassez la mâchoire. Il faut aller, vous lui arracher. C'est aussi simple que ça. Je dis bien, un locodème, vous donnez un coup de poing dans la rue, vous lui cassez la mâchoire. Un locodème vous insulte dans la rue, vous lui donnez un coup de poing. Comme ça, c'est comment ça va marcher. Donc moi je pense que, et ce n'est pas aussi violent que les crimes qu'ils ont commis, qui continuent d'ailleurs de commettre sur le continent africain. Vous avez vécu cette semaine notre drame d'une embarcation de migrants où vous avez des centaines de morts. Mais on vous dit que c'est... Mais d'autres sources nous disent que c'est un bateau qui a fait chavirer, n'est-ce pas, cette embarcation. Voilà donc le sort qui est réservé. Pourquoi? Parce que ce sont des Noirs. Il faut voir leur attitude lorsqu'ils s'adressent à un Noir. Il faut voir leur attitude. L'attitude de mépris, de surhomme. Ils sont plus intelligents que vous et moi. Alors qu'ils sont tous sauf intelligents. Donc je pense que tout ce que j'adhère à tout ce que
n'est-ce pas, toute l'intervention. J'adhère à l'intervention, justement, je veux des éléments de langage. J'adhère aux éléments de langage du colonel Maïga à l'ONU, parce que ça fait partie du combat. Et je pense qu'il a assumé, au nom du peuple malien du Mali, la posture panafricaniste désormais engagée du Mali et des Maliens. De ce point de vue, il n'y a pas de négociation. Et il s'agit d'une dynamique à la fois non seulement inexorable, mais irréversible. Merci à vous, Albert Latola, ici d'avoir été là ce matin. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricaniste TV, surtout sur le même plateau de Parole panafricaniste. Tu terminerais justement par ces mots de Aimé Césaire dans Cahiers de retour au pays natal. Il me suffirait d'une gorgée de ton lait, j'écoulis, pour qu'en toi je découvre toujours la même distance de miragie. 1000 fois plus natal et doré d'un soleil n'entame nul prisme la terre, où tout est libre et fraternel, ma terre. Partir, mon cœur bruissait de générosité emphatique. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré, et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.